vidéo pour vous présenter le thème du cogito chez Descartes. C'est un thème très célèbre et qui vous permettra de faire plusieurs dissertations sur le thème de la conscience, de l'inconscient, de la liberté aussi et même d'autres notions, donc c'est très important de le connaître. Alors, pour comprendre ce qu'est le cogito chez Descartes, il faut partir de ce qu'on appelle le projet cartésien. Le projet cartésien, c'est de fonder le savoir, c'est-à-dire en fait partir à la recherche de la vérité, mais en utilisant une nouvelle méthode. N'oubliez pas que Descartes a écrit un livre qui s'appelle Le discours de la méthode, où il expose finalement cette méthode qui va lui permettre d'arriver aux vérités spéculatives les plus hautes. Alors, quelle est cette méthode? Cette méthode, Descartes l'emprunte aux mathématiques, parce que Descartes est fasciné par les mathématiques, puisque c'est dans les mathématiques qu'on arrive à des certitudes. L'idée de Descartes, c'est quelque part d'exporter cette méthode des mathématiques pour l'appliquer à la philosophie. Alors, cette méthode nouvelle, Descartes va la décomposer en 4 préceptes: l'évidence, l'analyse, la synthèse et le dénombrement. Voyons rapidement en quoi consistent ces 4 préceptes. Le premier précepte, c'est le précepte de l'évidence. Il consiste à ne recevoir aucune chose pour vraie que je ne la connusse, écrit Descartes, évidemment être telle. Autrement dit, je ne tiendrai pour vrai, écrit Descartes, que ce que je perçois comme évident. Voilà, premier précepte. S'il y a un peu de doute, etc., on ne considérera pas que c'est vrai. Deuxième précepte, l'analyse, ça consiste à diviser par ordre chacune des difficultés que j'examinerai en autant de parcelles qu'il se pourrait et qu'il serait requis pour les mieux résoudre. Bon, l'analyse est une notion repère. Analyser, ça veut dire décomposer. Donc dès que j'ai une difficulté, je la décompose en ces éléments simples. OK. Troisième précepte, la synthèse, là aussi notion repère, ça veut dire recomposer la synthèse. Conduire par ordre mes pensées, en commençant par les objets les plus simples et les plus aisés à connaître, pour monter peu à peu, comme par degrés, jusqu'à la connaissance des plus composés et supposant de l'ordre entre ceux qui ne se précèdent point naturellement les uns les autres. Une fois que j'ai décomposé avec l'analyse mes difficultés, eh bien, je recompose ensuite les problèmes en partant des éléments les plus simples jusqu'aux plus composés et en suivant un ordre déductif, en fait, pour Descartes, comme en mathématiques. Et enfin, dernier précepte, le dénombrement. Faire des dénombrements si entiers et des revues si générales que je fusse assuré de ne rien omettre. Ici, en fait, c'est un petit peu le précepte sécurité. Une fois que j'ai analysé, que j'ai décomposé, que j'ai synthétisé, que j'ai recomposé, eh bien, je passe en revue ce que j'ai fait pour voir si je n'ai rien oublié. Voilà. Ça, c'est la méthode que se propose Descartes pour parvenir à la connaissance des vérités les plus hautes. Et cette méthode, nous dit Descartes, elle est à la portée de tous. Donc, si chacun suit cette méthode, chacun pourra arriver aux vérités spéculatives. Bon, une fois qu'on a la méthode, il faut un point de départ. Ce point de départ, pour Descartes, c'est le doute. Il va s'agir de douter de toutes les choses que l'on tient pour vraies, mais au sein desquelles, finalement, se loge peut-être toujours une petite raison de considérer que parfois c'est faux. Descartes, lui, il veut des certitudes absolument indubitables. Donc si, au sein des choses que je tiens pour vraies, je trouve la moindre raison de douter, alors, pour être sûr de ne pas me tromper, je considérerai que c'est faux. Et Descartes, du coup, va prendre différentes choses, différents thèmes, et il va constater qu'au sein de ces thèmes, il y a des raisons, en fait, de douter. Par exemple, les choses que je tiens pour vraies, ce sont les choses d'abord que je perçois par les sens. Ce que je vois, ce que j'entends, ce que je touche, etc. Or, nous dit Descartes, on a peut-être tort de se fier comme ça aux sens, parce qu'il arrive plus d'une fois que les sens nous trompent. C'est par exemple le cas lorsqu'on a des illusions d'optique. Donc si les sens nous trompent une fois, il est plus raisonnable de ne pas se fier aux informations transmises par les sens et de considérer que ces informations sont douteuses. Donc, premier point, les sens sont trompeurs. On va considérer que les informations sensibles, les données sensibles sont douteuses, comme ça on est sûr de ne pas se tromper. Bon, mais il y a quand même des choses, malgré tout, qui demeurent certaines. Par exemple, le fait que quand vous êtes en classe, vous êtes vraiment en classe, que vous écoutez le cours, le prof, etc. Mais dit Descartes, en fait, même là, il y a peut-être une raison de douter. Bah oui, eh bien parce qu'il nous arrive parfois de rêver. Et quand on rêve, eh bien on n'a pas de critères véritablement infaillibles qui nous permettent de dire bah là je suis en train de rêver et là je ne suis pas en train de rêver. Donc dans la mesure où il n'y a pas de critères infaillibles qui permettent de distinguer le rêve de la vie éveillée, il est plus sûr, dit Descartes, pour ne pas se tromper, de considérer qu'on est tout le temps dans un rêve. Comme ça au moins on ne tiendra pas pour vrai ce qui ne l'est pas. Donc ça c'est le deuxième argument, l'argument du rêve. On voit que le doute va en se radicalisant. Et le troisième argument, parce que si on considère qu'on est en train de rêver, il semble qu'il n'y ait plus grand-chose qu'on puisse tenir pour vrai. Ben, en fait, même quand on rêve, dit Descartes, il y a des choses qui paraissent absolument certaines. C'est le cas des vérités mathématiques. Parce que je sois éveillé ou que je sois en train de rêver, 2 et 2 font toujours 4, n'est-ce pas?
Et ça paraît absolument certain. Un carré a toujours 4 côtés. Donc les vérités mathématiques, même en rêve, paraissent absolument certaines. Eh bien, dit Descartes, je peux quand même trouver une raison de douter de ces vérités mathématiques, puisque je peux toujours supposer, c'est ce qu'il écrit par exemple dans la méditation métaphysique, qu'il existe un Dieu tout-puissant qui s'évertue à me tromper à chaque fois que je fais les opérations mathématiques les plus élémentaires, par exemple 2 et 2 font 4, puisqu'il est tout-puissant, ce Dieu, il pourrait me tromper même quand je fais ça. Et il n'est pas logiquement contradictoire d'émettre l'hypothèse d'un Dieu trompeur. Donc troisième hypothèse, l'hypothèse d'un Dieu trompeur qui achève de radicaliser le doute qui constitue le point de départ de cette philosophie. Donc après ces 3 arguments énoncés par Descartes, on arrive à une situation au sein de laquelle on doute d'absolument tout. Plus rien n'est certain. C'est la raison pour laquelle on appelle ça un doute hyperbolique. C'est un doute absolument radical. Mais il faut tout de suite faire une précision, c'est que ce doute, qui est le point de départ de la recherche de la vérité chez Descartes, n'est pas une fin en soi. Je ne doute pas pour douter, je ne doute pas pour rester dans l'incertitude, je doute pour trouver la vérité ensuite. C'est la raison pour laquelle ce doute est un doute méthodologique chez Descartes. Ce n'est pas un doute sceptique, au sens où le scepticisme considérerait que la vérité n'est pas accessible. Non, pour Descartes, je doute pour trouver la vérité. Alors, une fois que je doute d'absolument tout, que plus rien n'est certain, il faut quand même que je trouve une première vérité qui constituera comme le point de départ de ma recherche. Bon. Eh bien, cette première vérité, elle est très connue. Quand je doute d'absolument tout, il y a au moins une chose dont je ne pourrais pas douter, c'est précisément du fait que je doute. Or, si je doute, je pense, et si je pense, c'est bien que j'existe. C'est le fameux cogito ergo sum, je pense donc je suis, de Descartes, qui constitue la première vérité, la pierre de touche de sa philosophie, et en découvrant le cogito, Descartes découvre par là même qu'il existe, c'est ce qu'on vient de voir. Ça, mon existence, elle est absolument certaine. Mais, et c'est là qu'il y a une chose qui est très importante qu'il faut voir, en même temps que Descartes découvre qu'il existe, il découvre son essence, c'est-à-dire sa nature. Pourquoi? Eh bien parce que on en a une étape où Descartes doute d'absolument tout et même de l'existence de son corps. Or, découvrant son existence par la pensée, Descartes prétend en même temps découvrir que sa nature, c'est-à-dire la pensée, n'est du coup pas du tout réductible à son existence corporelle, c'est-à-dire à la matière. Regardez ce qu'il écrit. « Je connus de là, c'est-à-dire à partir du cogito, que j'étais une substance dont toute l'essence ou la nature n'est que de pensée et qui, pour être, n'a besoin d'aucun lieu ni ne dépend d'aucune chose matérielle. » Autrement dit, ce que découvre Descartes au moment du cogito, c'est que sa nature, c'est-à-dire son esprit, sa pensée, est quelque chose d'immatériel. Autrement dit, l'homme sera composé de 2 substances, l'esprit, substance immatérielle, et le corps, substance matérielle. 2 substances, c'est pour ça qu'on parle de dualisme cartésien. Le dualisme cartésien, par exemple, il s'opposerait à ce qu'on appellerait un monisme. Le monisme, c'est quand il n'y a qu'une seule substance, par exemple la substance matérielle. Voilà. Pour Descartes, il y a 2 substances. Et quelles sont maintenant les conséquences de ce dualisme? On peut terminer avec ça. Eh bien, la première conséquence, c'est la liberté. En effet, si mon esprit est immatériel, il n'est pas réductible aux lois de la matière. Le corps, lui, en tant que matériel, il obéit à des lois, puisqu'il est matériel, et la matière obéit à des lois. Imaginons que mon esprit soit en fait simplement le cerveau. Alors dans ce cas-là, ça voudrait dire que mes pensées sont elles aussi certainement déterminées, parce que le fonctionnement du cerveau est déterminé. Mais si l'esprit est immatériel, alors je sauvegarde la liberté humaine, du moins la liberté de penser. Deuxième conséquence, eh bien, c'est l'éternité de l'âme, puisque si l'âme est immatérielle, alors nécessairement, elle survivra à la mort du corps qui lui est matériel.